Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bonjour, bienvenue dans la demi-heure radioactive animée sur Radio Galère par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe, nous pensons qu'il est de notre devoir impératif de nous informer et d'agir, c'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Les habitants de la région PACA, et plus particulièrement ceux des Bouches-du-Rhône, sont relativement au courant du projet ITER, réacteur de fusion nucléaire en construction sur le site de Cadarache. Bien moins connu, un autre projet est en préparation dans la région. C'est le projet Astrid, réacteur à neutrons rapides de 600 MW, dit de génération 4, qui devrait être mis en service en 2020 sur le site de Marcoule dans le Gard. Sachant que ces réacteurs seraient conçus pour durer 60 ans, on voit bien que les nucléocrates et les gouvernements, d'ailleurs, n'ont aucune intention de mettre un terme à la filière nucléaire. Nous avions consacré une émission à ce sujet, à Astrid, le 12 juin 2012, que vous pourrez réécouter sur notre blog collectif antinucléaire 13 wordpress.com. Nous y avions abordé exclusivement l'aspect technique de ces réacteurs à neutrons rapides, dont le plus tristement célèbre en France est le réacteur Superphénix. Aujourd'hui, notre invitée, Christine Berger, philosophe et anthropologue, s'est justement penchée sur le sort réservé à ce réacteur, arrêté en 1997 dans un ouvrage intitulé Superphénix, déconstruction d'un mythe, paru en 2010 aux éditions La Découverte. Bonjour Christine Berger. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de revenir sur les aspects un petit peu techniques, de réexpliquer ce qu'est un réacteur à neutrons rapides et ce que c'est que la génération 4, moi je voulais savoir pourquoi une philosophe, anthropologue, s'était intéressée à ce sujet et plus précisément à l'aspect carrément technique du démantèlement de Superphénix. Oui, alors ça a été un concours de circonstances. Bon, moi au départ je suis philosophe et anthropologue des techniques, donc déjà très intéressée par les techniques. Et j'ai travaillé plusieurs fois sur des fermetures d'institutions, notamment muséums, également fermeture d'hôpital. Je me suis intéressée au basculement entre une institution et une autre institution, une institution qui naît, une institution qui meurt. Et donc la déconstruction d'une centrale nucléaire, le démantèlement d'une centrale nucléaire, je trouvais que c'était particulièrement intéressant. Et cette proposition m'a été faite par mon amie photographe Jacqueline Salmon, qui a longtemps fréquenté les lieux et à qui on a proposé de faire toute une documentation photographique sur des étapes du démantèlement de la centrale. Et puis, ce qui m'a semblé vraiment intéressant, c'était que dans le public, apparemment, on considère toujours que c'est trop difficile à comprendre, que c'est vraiment fait pour les professionnels, les ingénieurs. Et du coup, je me suis dit que ça serait intéressant qu'une sorte de médiateur, l'anthropologue est un médiateur, puisse proposer une lecture relativement abordable par le grand public de ces appareils techniques qui peuvent être expliqués d'une façon assez claire pour qu'on comprenne ce qui se passe, non seulement quand un réacteur fonctionne, mais aussi quand on le déconstruit. Voilà, donc ce sont ces raisons-là qui m'ont poussé à travailler avec les acteurs de la centrale de Superphénix ainsi qu'avec mon amie Jacqueline Salmon. Et d'autre part, je pense sincèrement que la déconstruction, qui est une activité à encourager, une activité à observer, très très important à observer, cette déconstruction, c'est vraiment l'avenir du nucléaire, puisque beaucoup de centrales arrivent en fin de vie,
Et il faut bien pouvoir comprendre ce que c'est que en finir avec une centrale, comment ça se passe, savoir que ça dure très très longtemps et qu'on ne peut pas plier les choses d'une façon rapide en disant voilà c'est tout, on arrête. Et donc ça pose des problèmes d'avenir. Voilà. Vous utilisez le terme de déconstruction alors que le terme généralement utilisé dans le jargon, c'est démantèlement. Donc je suppose qu'il y a une raison. Oui, alors en fait on utilise aussi déconstruction, on utilise démantèlement, mais j'ai aussi plusieurs fois, disons, rencontré ce terme dans la mesure où les acteurs des centrales ne veulent surtout pas qu'on parle de démolition. La dialectique entre construction d'une centrale et déconstruction, pour moi, elle montre bien que ce sont deux choses très différentes. C'est-à-dire qu'à la construction d'une centrale, on n'a pas pensé la déconstruction. Et quand on défait une centrale, eh bien, on rencontre un objet technique qui a eu une histoire, qui a eu des actions, qui a eu des accidents parfois ou des aléas. Et donc, c'est pas comme la démolition, si vous voulez, d'une usine simple ou la démolition d'un bâtiment. On est obligé de reconstruire même parfois des parties de la centrale différemment pour pouvoir mettre fin à tout ce matériel. Alors c'est pour ça que j'emploie beaucoup le nom de déconstruction. Alors c'est vrai que le terme de démantèlement était également énormément employé par le milieu. Alors démanteler veut dire également faire une manipulation de défaire ce qui a été fait. On va peut-être rappeler rapidement, dans des termes très simples, ce que c'est qu'un réacteur à neutrons rapide, puisque Superphénix c'était ça. En fait, il y a eu en France 3 réacteurs à neutrons rapides. Je vous laisserai peut-être expliquer ce que c'est, mais il y a eu le réacteur Rhapsody qui était à Cadarache, ça nous concerne, qui était un réacteur de 20 mégawatts qui est en démantèlement. Le réacteur Phénix qui a démarré en 1973 et qui s'est arrêté en 2009 et qui est à Marcoule dans le Gard, et puis Superphénix 1200 mégawatts mis en service en 1985 et arrêté en mai 1997. Alors le principe du réacteur à neutrons rapides, je sais pas, vous pouvez nous le décrire? Alors en fait, réacteur à neutrons rapides, donc ça veut dire que ce sont des neutrons qui vont être libérés et qui ne seront pas modérés dans leur course. Et particulièrement, donc ce sont des centrales qui permettent d'avoir un stockage très accumulé, très rapide. En fait, une formation de plutonium qui va donner naissance à une sorte de carburant qui était à l'origine censé s'auto-alimenter. Et donc c'est une centrale en principe qui fonctionne avec du sodium. Le sodium étant le fluide caloporteur, c'est-à-dire c'est le fluide qui va transporter la chaleur. Voilà, je pense que... Contrairement aux réacteurs à eau pressurisés qui sont en exploitation en ce moment, où le fluide c'est de l'eau qui en plus a pour effet de ralentir les neutrons, alors que là on veut des neutrons rapides. Oui. C'est ça, des neutrons qui vont percuter donc les noyaux d'uranium et qui vont permettre de faire des le but visé, c'est d'obtenir un matériau qui se régénère au fur et à mesure qu'il se consume. Et en fait, le cœur est constitué de plusieurs composants, uranium 235 et 238 et plutonium, mais également, et ce qu'il faut rappeler, c'est que l'uranium 238 qui est fertile fabrique lui-même le plutonium 239. Et il y a également de l'uranium 235 qui est l'uranium fissile. Donc il y a plusieurs types d'éléments. Alors, l'idée, je crois, pour la création de ces réacteurs, c'est qu'en fait,
rapidement, on s'est posé la question de savoir s'il allait avoir suffisamment d'uranium, de minerai d'uranium pour alimenter la folie nucléaire. Et comme les réacteurs à eau pressurisée fabriquent du plutonium, on se retrouve avec des stocks monstrueux de plutonium. J'ai regardé l'inventaire de l'ANDRA 2012. L'ANDRA, c'est l'Agence nationale de gestion des déchets, en France. On est à 80 tonnes de plutonium en stock en France. Oui. Alors il faut 5 kilos de plutonium pour construire une bombe type Nagasaki. Donc on imagine à peu près. Et donc ces stocks de plutonium, il fallait en faire quelque chose. Donc quelqu'un a eu l'idée magnifique de l'utiliser comme combustible dans ces réacteurs à neutrons rapides. Voilà. Donc en fait l'idée c'est de pouvoir réirradier un produit qui lui-même est originaire d'une irradiation finalement. Mais le problème en fait aussi c'est que ces irradiations on va dire superposées produisent des actinides qui deviennent extrêmement virulents. Et donc la formation d'un grand nombre d'actinides, de transuraniens, rend les centrales dangereuses. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'il faudrait dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi une question de longueur de demi-vie des éléments radioactifs. Les actinides, il y a des actinides qui ont une demi-vie extrêmement longue et lente, en fait, on pourrait dire qu'ils se déconstruisent très 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 lentement. Alors, une des spécificités, on l'a dit, des réacteurs à neutrons rapides, c'est qu'ils utilisent du sodium. Alors, le sodium, il a, ça a c'est dangereux pour un certain nombre de raisons. Peut-être vous pouvez. Oui, alors le sodium, en fait, doit être recouvert de gaz neutre, de façon à ne jamais rentrer en contact avec l'air ni avec de l'eau. C'est un produit très instable. D'ailleurs, il est très chauffé. Il est entre 400 et 550 degrés dans la cuve du réacteur. Et ce sodium ne doit pas entrer en contact avec l'eau ou avec l'air puisqu'il peut s'enflammer et exploser. On ne sait pas arrêter les feux de sodium. C'est d'ailleurs un principe de sécurité élémentaire. Il faut vraiment avant tout veiller à ce qu'il n'y ait jamais de fuite de sodium dans des espaces où il pourrait y avoir de l'eau ou de l'air. Donc il est sous gaz d'argon. Il est confiné, ce sodium, dans une énorme cuve à superphénix. Et ce sodium, effectivement, est une matière extrêmement instable. Donc là, dans la déconstruction, dans le démantèlement de la centrale, moi j'emploie ça comme homonyme pour moi, démantèlement et déconstruction. Pas de problème. Il a fallu inventer des techniques pour le traiter. Alors ces techniques ont été expérimentées en Angleterre, dans la centrale de Dounreay, et puis avec le retour d'expérience, les déconstructeurs ont pu mettre en pratique. Vraiment, ça se traite au goutte à goutte, tellement c'est délicat comme matière. Et donc ça va être extrêmement long. En fait, le sodium va être transformé en cubes de béton soudé, qui seront eux-mêmes parqués dans une sorte d'immense hangar, grand comme un HLM, de façon à laisser attendre la baisse de radioactivité de la matière. Alors sur la dangerosité du sodium, je voulais juste rappeler un accident qui a eu lieu à Cadarache pendant le démantèlement du réacteur Rhapsody. Le spécialiste des feux de sodium en France a trouvé la mort en 1994 dans un feu de sodium pendant le démantèlement de ce réacteur. Bon, il y a eu plein d'incidents, d'accidents dû à des fuites de sodium, aussi bien à Superphénix que dans la centrale de Monju au Japon, qui est aussi un réacteur à neutrons rapides. Donc, ça fait partie des projets. Donc, pour les réacteurs on nous appelle ça des réacteurs de génération 4. Qui sont en France issus d'une loi qui est la loi Bataille, qui impose de faire quelque chose des stocks de déchets radioactifs.
Quand on parlait un petit peu avant, on se disait que, en fait, vous me disiez qu'il n'y avait pas de saut technologique il n'y avait pas d'amélioration technologique entre Super Phoenix et ce qu'on nous promet là, la génération 4. En fait, fondamentalement, en tout cas, c'est ce qui est ressorti de toutes les discussions que nous avons eues lors d'un colloque à Genève sur de l'atome for peace à Fukushima, un colloque qui rassemblait quand même pas mal de spécialistes du nucléaire, dont Michael Schneider. C'est que même si on parle de génération 4, l'amélioration ne se situe pas au niveau d'une invention nouvelle. C'est-à-dire il n'y a pas de nouvelle technologie, il n'y a pas de nouveau RNR. La technologie ne peut pas se modifier fondamentalement. Ça, il n'y a pas de nouvelle invention. Donc quand on parle de génération, moi je trouve qu'il y a un petit peu un franchissement d'une illusion ici, parce que entre Super Phoenix qui a été arrêté, qui était très ancien, et les prochains, il ne va pas y avoir d'invention au niveau de la technique, par exemple de la fission ou quoi que ce soit. Certainement, il y aura des avancées au niveau de des tentatives d'avancer au niveau de la protection, de la radioprotection ou de la sécurité même de la centrale. Mais il n'y a pas, à vrai dire, d'invention nouvelle d'une technologie nucléaire. J'étais à un colloque organisé par la Société française de l'énergie nucléaire qui fait la promotion de l'énergie nucléaire sur justement le projet, qui présentait le projet Astrid, et c'était vraiment étonnant d'écouter leur en fait, ce qui ressortait de ça, c'est qu'ils ne savent rien. Ils demandent de l'argent pour faire de la recherche et du développement, parce que ils n'ont pas trouvé les solutions pour que ça devienne plus sûr. J'ai entendu des choses comme tout doit rester, la radioactivité, tout doit rester à l'intérieur de la clôture du site sans conséquence sur les populations s'il y a un problème. Donc on en est encore au nuage. Oui, bien sûr, oui. On en est encore au nuage de Tchernobyl. Bon. Oui, le principe de confinement n'a pas changé. On cherche à faire plusieurs barrières de confinement de façon à éviter les fuites. On est toujours dans ce discours au niveau technologique. On ne peut pas, d'ailleurs pour le moment, il n'y a pas de possibilité d'en sortir. Quelque chose de dangereux, à ce niveau-là, on l'enferme. On l'enferme avec plusieurs barrières, effectivement. Alors les nouveautés, pour l'instant, elles sont plutôt sur le papier. C'est la fameuse idée de transmutation, justement pour réduire la radiotoxicité des éléments. L'idée, c'est de pouvoir transmuter les actinides mineurs en produits de fission. En réalité, c'est quand même pour l'instant encore en projet. Bien sûr, il y a des gens qui font des recherches, mais il n'y a pas de renouvellement complet. La question, c'est toujours comment réduire le temps de décroissance de radioactivité d'éléments qui sont instables et qui ont été provoqués par la fission nucléaire, et comment transformer éventuellement ces éléments eux-mêmes en produits de fission. Donc c'est vraiment toujours l'idée d'une récupération et d'une régénération. On est toujours fidèle à cette idée, mais on n'a pas l'impression d'une réelle invention. Non, ça c'est vrai. Il y a une recherche, mais il n'y a pas eu de résultat frappant. Au niveau de la terminologie, c'est toujours très intéressant d'étudier les mots utilisés. Brûler du plutonium, éliminer, faire disparaître, transmuter. Enfin, ça relève d'un délire un peu utopique, ça, non? Alors il y a deux choses justement. Il y a un principe très banal qui occasionne la comparaison, on va dire, avec les centrales nucléaires. On présente toujours ça comme un incinérateur. On va brûler, on va recycler, alors qu'en fait, il n'y a rien à voir avec un incinérateur. Ça produit pas de cendres, il n'y a pas de retour à la terre. On fabrique quelque chose qui est instable et dont on ne sait que faire pour le moment, à part l'enfouir sous des grandes couches de terre. Donc le premier principe, c'est vraiment l'idée d'un incinérateur, et c'est pas le bon principe. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir entre
entre la combustion et l'incinération. Ça, donc la notion de recyclage également, c'est pas parce qu'on va récupérer des pastilles d'oxyde et qu'on va les remettre dans des assemblages qu'il y a vraiment un recyclage, parce qu'il y a une énorme partie de toute façon qui sera irréductible. Quand on réirradie quelque chose qui a déjà été irradié, on en utilise une toute petite partie, mais en même temps on fabrique quelque chose de très virulent au niveau radioactif. Ça, c'est le grave problème. Et le deuxième problème, la transmutation, c'est que c'est du vocabulaire complètement mythologique. C'est évidemment la transformation d'un élément en un autre, hein, c'est ça la transmutation. Mais pour le moment, en tout cas, ce qu'on a réussi à faire effectivement, c'est transmuter l'uranium 238 en plutonium 239. Ça, c'est réellement une transmutation par capture d'un neutron. Mais voyez, en fait, il n'y a pas de transmutation qui rendrait les éléments irradiés inoffensifs. Ça, c'est un mythe complet. Oui, nous sommes... Forcément, dit comme ça, oui. C'est un résumé, à mon avis, peut-être brutal, mais ça n'est pas ça. Il n'y a pas de... Si vous voulez, la transmutation, c'est un terme alchimique. Par exemple, la transmutation du plomb en or. Ça, c'est une belle valorisation, effectivement. Alors effectivement, dans une centrale, on peut transformer le plomb en or. Hein, ça prendrait beaucoup de temps, mais on peut le faire. Ça peut se faire. Mais en fait, la notion de transmutation qui est très belle ici, au niveau technologique, si on regarde comment les choses se passent, on peut dire qu'il y a effectivement transmutation d'un élément d'uranium 238 en plutonium 239, mais vous voyez quelle est la marge énorme entre l'emploi mythologique de la transmutation des alchimistes et puis la réalité de la toxicité du plutonium. Vous, dans votre ouvrage, vous faites des comparaisons et justement par rapport au langage et comment il est utilisé entre, par exemple, l'architecture de Superphénix et la construction des cathédrales. Comment le réacteur aussi est comparé à un corps humain. Comment on introduit en fait la notion de sacré dans tout ça. Ça c'est très intéressant parce que c'est un éclairage complètement différent de l'approche technique qu'on a l'habitude d'avoir. Donc oui, en fait c'est assez frappant cet univers, c'est très séduisant et c'est très beau. Moi je trouve que Superphénix est une belle centrale. Même d'ailleurs, c'était pour moi très dommage de devoir détruire complètement ce bâtiment réacteur. J'ai même demandé si on pourrait pas le garder pour en faire un musée, vous voyez. C'est quand même des bâtiments imposants par leur immensité et imposants par leurs formes qui sont très très bien calculées. Donc effectivement, il y a là aussi, comme dans une cathédrale, l'idée qu'on construit une sorte d'arche de puissance pour vénérer un principe vital infini. Hein, on est vraiment dans le vocabulaire de la mythologie. Mais finalement, on peut dire qu'aujourd'hui, on est passé au lendemain de fête. Hein, la fête, c'est-à-dire avant, c'était vraiment l'idée qu'on va pouvoir éclairer les hommes à l'infini, l'idée d'une puissance immatérielle presque et en même temps éternelle. On est passé de cette idée à la découverte que la génération des déchets et la nécessité de faire cesser les centrales au bout d'un certain nombre d'années d'usage, comme si on devait les transformer en ossement, hein, c'est-à-dire c'est la fin de vie. On passe à la mort. Alors on est passé de la vie à la mort des centrales et la problématique toujours du sacré, puisque les déchets représentent une toxicité mortelle extrêmement grande pour des temps infinis et bien supérieurs à ce que pourra vivre une culture humaine en général.
La description que vous faites de la déconstruction, parce que vous avez visité cette centrale à 2 reprises, hein, est assez technique, très bien documentée. J'ai l'impression vous ressentez une espèce de fascination en face de ce titan. Tout à fait. En fait, la fascination, elle est comme pour les voûtes des cathédrales et par, si vous voulez, de fait, par le contact avec une énergie gigantesque qui est traitée par les hommes. Ça, c'est vraiment au niveau intelligence technique, c'est un objet très attirant. Au niveau organique, la métaphore de l'organe, de l'organisme, je l'ai emprunté, puisque vraiment tout est lié, tout est relié, mais en même temps, si vous voulez, autant il y a, de ma part, il y a certainement une fascination pour cet objet, autant j'ai vraiment envie de comprendre pourquoi on produit cette mythologie à partir de cette technique. Et donc, je pense que même les travailleurs qui sont dans les centrales, eux-mêmes, sont envoûtés d'une certaine façon. Et ce qui est intéressant, c'est de reconnaître cet envoûtement, on pourrait dire, pour justement vouloir démythifier. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de pouvoir démythifier à la fois le nucléaire et à la fois la notion même de déconstruction, puisque la déconstruction ou le démantèlement, quand on dit qu'on démantèle, on a l'impression qu'on pourrait tout réduire à zéro. Or, c'est faux. Évidemment, il y a une énorme partie de la centrale qui part en produits ordinaires. Vous voyez, par exemple, on va découper du métal qui n'est pas radioactif, on va pouvoir le réutiliser, on va découper des tuyaux, on va découper des tas de choses qu'on va pouvoir réutiliser. Tout n'est pas radioactif dans ce qu'on démantèle. Mais il y a une partie irréductible qui, elle, est immensément dangereuse. Donc la notion elle-même de déconstruction est un mythe, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais rendre les choses à la nature. On ne pourra jamais retrouver le sol. Donc le mythe à déconstruire, c'est en quelque sorte qu'on pourrait avoir un nucléaire propre, maîtrisable, infini, illimité, voilà. Immortel. Voilà, c'est ça. Le mythe d'origine, celui qui a donné vraiment naissance à tous ces discours de la puissance, certainement c'était très euphorique au début. D'ailleurs, au début, l'intégration dans le paysage, la beauté des centrales, c'était une vraie problématique. Aujourd'hui, on est à la fin de la fête et on est vraiment au moment où on se dit mais il faut maintenant débarrasser la table, jeter les restes du repas et on se rend compte que on a vécu sur l'idée de la beauté éternelle et on se rend compte en fait que ça sera peut-être l'enfer éternel. Donc le nucléaire comme une religion, mais une religion, voilà, je sais. Une religion, une religion technologique de la puissance illimitée, et on continue à chercher. On peut voir d'ailleurs dans les mots, dans les noms des centrales au Japon ou dans les noms des centrales en France ou même vous voyez dans l'emploi de uranium, plutonium, ce sont des noms de planètes reculées. Et les transuraniens, on s'enfonce de plus en plus dans l'espace, vous voyez, dans l'espace de l'infiniment petit. Donc, doublant la technologie de pointe, on a tout un discours mythologique qu'il faut continuer à observer. Moi, j'ai commencé à l'observer, mais on peut continuer dans les détails à observer et montrer que ça véhicule vraiment toujours l'idée de demeurer comme l'égal des dieux. Vous voyez, c'est vraiment avoir volé le feu aux dieux, être capable d'aller sonder le cœur de la matière. Et en fait, la radioactivité, on pourrait la définir comme la réaction d'une matière blessée. Cette émission de rayons par des cœurs qui ont été détruits
c'est vraiment, on est allé au cœur de la matière et la matière se rattrape, la matière se venge d'une certaine façon puisqu'elle essaye de retrouver son équilibre. Et en essayant de retrouver son équilibre, eh bien finalement elle envoie cette radioactivité. Donc là on a une forme de partie infernale du mythe qui continue à fonctionner. Un mythe, c'est vrai que ça a des couches profondes et là il faudrait pouvoir tout analyser en fait. Hein. Bien, on a déjà on a déjà vu pas mal de choses. On a en tout cas compris, je crois, la déconstruction du mythe Super Phénix. Alors il faut encourager bien sûr les techniques de la déconstruction. Moi je suis vraiment très favorable à ce qu'on travaille beaucoup sur la façon de défaire les centrales et qu'on soit très attentif à la façon dont on va restaurer les lieux. Ça, c'est un enjeu, je pense, gigantesque pour le nucléaire. Un enjeu financier, un enjeu économique, un enjeu technologique, un enjeu moral, un enjeu politique. La déconstruction est un travail de fond pour lequel il faudrait beaucoup d'observateurs et pour lequel l'avenir est, enfin si vous voulez, l'avenir est en otage, est pris en otage par la déconstruction. Hein. En tout cas, ici, nous, on continuera à essayer de se battre pour que Astrid ne se fasse pas. Ça nous semble un projet inutile, dangereux et basé sur une technique dont on a vu qu'elle ne fonctionnait pas, qu'elle était basée sur une utopie. Donc nous, en tout cas, on va essayer dans la région de faire ce qu'il faut pour au moins que les gens prennent conscience de ça. Mais disons que la technique quand même, elle fonctionne, mais ça n'est pas magique. Elle n'est pas disons que la production. Elle fonctionne mal quand même. Elle fonctionne mal. Elle fonctionne avec des problèmes et ces problèmes technologiques montrent toujours le danger potentiel, bien entendu. Oui. Bien, je vais rappeler le titre de votre livre, donc Super Phénix, déconstruction d'un mythe, par Christine Berger, 2010, les éditions de La Découverte. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous parler de Super Phénix. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.